Bonjour à tous et merci Benjamin pour cette belle introduction à laquelle je me joins pleinement. Je suis Boris Géros, président du collectif pour un service civique européen. J'ai la chance d'avoir mené ce projet avec Benjamin depuis 2 ans également à ses côtés et aux côtés de tous nos bénévoles dont beaucoup sont présents aujourd'hui et que je salue. Franco-allemand originaire de Strasbourg, pas de Sarreguemines, c'est-à-dire également l'Europe chevillée au corps, et également agent de cette belle maison qu'est la Banque de France. J'ai aujourd'hui le plaisir d'introduire cette première table ronde qui concernera le sujet suivant. Les services civiques nationaux en Europe, une ambition pour les jeunes citoyens, un instrument de rapprochement européen. Plus particulièrement dans le contexte de la Covid-19, les programmes d'engagement et de mobilité sont plus que jamais au cœur des réflexions en matière de jeunesse au niveau national et au niveau européen, qu'il s'agisse de la conférence sur l'avenir de l'Europe, des chantiers engagés dans le cadre de la présidence française de l'Union pour 2022, ou plus largement des efforts de relance économique et sociale engagés dans les différents pays de l'Union. Cette table ronde est donc très spéciale, puisque nous avons le privilège d'accueillir les représentants de 3 des principaux pays européens de l'engagement civique, ainsi qu'une représentante du Parlement européen, Madame Béatrice Engrand, présidente de l'Agence nationale du service civique, que je remercie au nom de l'ensemble de nos bénévoles pour son soutien toujours renouvelé depuis nos débuts. Madame Catherine Auer, directrice des affaires sociales de l'ambassade d'Allemagne à Paris, que je tiens moi aussi à remercier personnellement pour sa contribution directe à l'organisation de cette conférence. Herzlichen Dank, liebe Frau Auer, und herzlich willkommen. Madame Stefania Rossini, ministre plénipotentiaire et vice-ambassadrice d'Italie en France, ce qui me permet de rappeler ici que nous espérons vivement lancer le service civique européen en Italie dès septembre 2021. Et enfin, Madame Iliana Sicorel, députée européenne, très engagée sur les nombreuses thématiques qui nous tiennent à cœur. Sans plus tarder, je vous propose de passer à la première question de cette table ronde. Et je me tourne vers vous, Madame Engrand. Quelles sont les ambitions du service civique en matière de mobilité européenne? Quelle est la vision de la France et comment s'insère-t-elle dans le cadre plus large des politiques européennes de jeunesse? Bonjour à toutes et tous, ravi d'être parmi vous ce matin pour ceux qui sont avec nous en présentiel et puis tous ceux qui nous suivent en ligne. Effectivement, c'est un moment d'émotion cette conférence puisque ça fait, comme vous l'avez gentiment rappelé, Boris, très longtemps que j'accompagne le collectif, déjà à l'époque quand je dirigeais l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et j'y suis très sensible pour des raisons déjà personnelles, familiales, mais évidemment aussi pour toutes les raisons que le gouverneur a brillamment rappelées en introduction. Je crois que, alors vous m'avez demandé où on en est dans le service civique. Je vais peut-être rappeler pour ceux qui ne le savent pas ce qu'est le service civique en France. C'est une possibilité offerte aux jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, de s'engager, de donner du temps pour des causes pendant 6 à 12 mois, en échange de quoi, et c'est très important cette réciprocité, en échange de quoi ils reçoivent un accompagnement avec un tuteur, ils reçoivent une formation civique et citoyenne, et bien sûr une indemnité qui s'élève à 580 € par mois, portée à 80% par l'État et à 20% par les organismes d'accueil. Donc, où en est le service civique aujourd'hui en France? Je vais scinder la réponse entre une dimension nationale et puis ensuite l'ouverture sur l'Europe. Déjà, je crois qu'on peut dire que le service civique, c'est un très grand succès. Et on a dans une belle représentation de la vie associative de cette assemblée avec Marie Trélucane qui préside Unicité, qui a été l'association pionnière du service civique. Je crois qu'on peut dire, c'est plus de 500 000 jeunes depuis sa création. Donc il y a un patrimoine d'engagement en France depuis 11 ans. C'est un succès qui ne se demande pas. Je regardais hier le chiffre pour préparer le conseil d'administration. 480 000 candidatures entre janvier et avril sur notre site internet. Donc il y a une forte appétence des jeunes pour le service civique, pour des raisons variées, parce qu'ils ont vraiment envie de donner du temps pour des causes, parce qu'ils sont plutôt dans une recherche de
de qui ils sont, ce qu'ils ont envie de faire, sont peut-être un doute sur eux-mêmes, peut-être parce qu'ils ont des difficultés d'insertion, mais tout ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'ils fassent le pas, qu'ils candidatent, qu'ils trouvent une mission. Et puis après, ce qui doit se passer, c'est le déclic. C'est-à-dire que pendant cette mission, le jeune, il acquiert des compétences, il découvre qui il est, il prend confiance en lui. Et après, il faut qu'il ait évidemment envie de s'engager. Donc, grand succès en France. Il nous reste pas mal de choses à faire. Déjà, réussir la montée en charge telle qu'elle nous a été fixée par le gouvernement dans le cadre du programme du plan France Relance, un jeune, une solution, plus 100 000 missions supplémentaires. Donc, à la fin de l'année, 245 000 jeunes. Donc, il faut parvenir à réussir cette montée en charge, sans évidemment que cette montée en charge quantitative se fasse au détriment de la qualité, c'est-à-dire le respect des fondamentaux du service civique, des formations civiques et citoyennes de qualité, des tuteurs bien formés, empêcher toute substitution à l'emploi, c'est vraiment évidemment très important. Ensuite, il y a d'autres choses qui nous restent à faire. C'est que le service civique soit mieux reconnu dans la société, déjà en France, et puis après en Europe, on y reviendra. Mieux reconnu, ça veut dire qu'il faut qu'il soit connu dans toutes les écoles, quelles que soient les écoles, enseignement général, formation professionnelle. Il faut que les parents considèrent que c'est un plus quand leur enfant veut faire un service civique, et pas qu'on ait des parents qui disent « Ah bah oui, mais je préférais que mon fils aille en classe préparatoire, par exemple, mon fils ou ma fille ». Voilà, donc plus de valorisation par la société dans son ensemble. Et puis, dernier point, ce qu'on a un peu négligé, je crois, au moment de la création du service civique, c'est renforcer le sentiment d'appartenance à cette expérience. Voilà, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui s'engagent, ils ont conscience que c'est un moment important dans leur vie, mais est-ce qu'ils ont conscience de faire partie d'un élan collectif, d'un grand programme qui s'appelle le service civique? Voilà, je pense que on doit pouvoir encore progresser dans ce sens-là, et je suis extrêmement bref, peut-être un peu caricatural, vous m'en expliquerez. Et un dernier point qui a été un peu aussi, me semble-t-il, négligé, c'est la dimension de mobilité du service civique, parce qu'aujourd'hui, vous regardez que c'est simplement plusieurs centaines de jeunes qui, par le service civique, vont faire une mobilité en Europe. Heureusement, le service civique peut être effectué dans toute l'Europe, en Espagne, en Italie. L'Allemagne est le premier partenaire de destination pour des raisons qu'Antalino, secrétaire général de l'OFAJ, vous racontera tout à l'heure. Et voilà. Mais évidemment, c'est très peu. Il y a aussi insuffisamment, on va dire, d'Européens qui viennent dans le cadre du service civique en France. Donc ça me semble très important qu'on monte en charge sur la mobilité. J'espère que la présidence française de l'Union pourra nous y aider, mais il y a des conditions. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est comme le service civique n'a pas été pensé comme un programme de mobilité, ceux qui vont candidater pour un service civique en Europe, en fait, vont être ceux qui pourront prendre à leur charge le logement sur place, le déplacement. C'est des choses très concrètes, le voyage, et donc ceux qui sont un petit peu plus favorisés. Donc ce qu'il faudrait, c'est que peu à peu, on ait aussi des aides supplémentaires pour le service civique pour que la mobilité soit prise en charge. Heureusement, comme l'Agence du service civique est aussi responsable de programmes européens Erasmus+, Jeunesse et Sport, et le Corps européen de solidarité, on peut mettre en place des jonctions, des passerelles. C'est ce que vous avez fait brillamment avec votre projet européen et solidaire. Et je crois que c'est aussi des choses qu'on doit absolument faire progresser. Voilà, pour ouvrir cet accès à la citoyenneté européenne vraiment au plus grand nombre, parce que la solidarité, le gouverneur l'a bien rappelé, c'est une valeur, et Benjamin Sibyl évidemment aussi, c'est une valeur partagée par beaucoup de jeunes, quel que soit leur environnement socio-professionnel. Et je crois que le service civique, si on l'européanise davantage, peut être un bon levier d'acquisition de ce sentiment d'appartenance à l'Europe, sans être naïf. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas en Europe, mais je crois qu'il faut qu'on travaille sur ce sentiment d'appartenance. Merci de votre attention. On se rejoint totalement sur ces points-là. Il y a on partage tout à fait ces valeurs-là également. La mobilité, évidemment, nous tient à cœur aussi. Peut-être, Madame Auer, pourriez-vous nous donner aussi quelques éléments sur la situation, sur les visions, sur les priorités, peut-être en Allemagne? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation.
Je vais essayer de vous présenter un peu la situation en Allemagne, mais je dois d'abord vous dire que si je ne parle pas trop sur les programmes franco-allemands, ce n'est pas parce que je les trouve très très importants, mais il y a la experte à côté de moi, donc au lieu de dire des bêtises, je vais vous introduire un peu dans le système allemand en général. Nous avons une histoire assez longue, la loi pour l'introduction d'un Freiwilliges Soziales Jahr, une année de volontariat social, date de 1964. Et depuis, il s'est développé tout un écosystème, un paysage de beaucoup d'opérateurs, d'initiatives qui proposent ces services qui s'adressent aux jeunes après le passage de la scolarité obligatoire, ça veut dire 15 ou 16 ans jusqu'à l'âge de 26. Normalement, c'est une année, mais ça peut être de 6 mois jusqu'à 18 mois et en exception aussi 24 mois. Ce n'est pas en emploi, mais les règles de la protection des jeunes à l'emploi s'appliquent. Et c'est un grand succès. On a aussi élargi, maintenant il y a un Freiwilliges Ökologisches Jahr, une année écologique et aussi d'autres. Il y a aussi un service international pour les jeunes qui est à côté de là. J'ai regardé un peu les chiffres. Avant la crise Covid, on avait à peu près 55 000 dans les programmes de Freiwilliges Soziales Jahr et Freiwilliges Ökologisches Jahr et à peu près 3 000 dans le programme de service international. Voilà. On a ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que toute la structure de la politique s'adressant aux jeunes est un peu différente en Allemagne qu'en France. Elle est plutôt bottom-up, donc il n'y a pas beaucoup d'institutions centrales, mais ça se joue dans les communes, dans les Länder, et aussi il y a les grands principes de subsidiarité, donc il y a beaucoup d'initiatives privées, d'opérateurs, des églises, des institutions, et c'est peut-être un peu difficile pour quelqu'un qui vient de l'étranger de comprendre avec qui dois-je parler. Ça a aussi des avantages parce que ça s'est ancré dans ces services civiques proposés aux jeunes sont ancrés dans l'écosystème de la politique d'accompagnement des jeunes en général. Et au moins en théorie, ça permet aussi d'adresser des jeunes qui sont dans des situations pas très prospères, de les trouver, de les adresser, de leur proposer aussi des séjours à l'étranger, ce qui est bien sûr très intéressant et très important, parce que c'est très important que, comme aussi dans les programmes Erasmus, c'est important que ce n'est pas les gosses riches seulement qui ont l'opportunité de faire ces expériences. Dans la crise coronavirus, l'Allemagne avait la présidence du Conseil de l'Union européenne, et vous le savez peut-être, en novembre 2020, il y avait une grande conférence des ministres chargés de la jeunesse, et là on a affirmé que c'est très intéressant et très important de dans la crise stabiliser les programmes qui s'adressent aux échanges des jeunes à travers des frontières européennes, et après la crise de les élargir et de les promouvoir, et l'Allemagne est tout à fait engagée dans ce sujet. Merci beaucoup. Et effectivement, pour être nous-mêmes, essayant nous-mêmes de lancer aussi le service civique européen en Allemagne, c'est vrai que le foisonnement des acteurs est parfois un petit peu surprenant quand on n'est pas encore familier. Mais avec de la persévérance, on finit par... Tout à fait. Je me tourne aussi vers Madame Rossini. Donc,
En Italie, bien sûr, le Servizio Civile Nazionale maintenant est au cœur aussi des réflexions, des débats sur la jeunesse. Est-ce que peut-être vous pourriez nous donner la vision peut-être de l'Italie, des grands enjeux, des ambitions en matière de service civique et de jeunesse? Bonjour à toutes et à tous et merci pour m'avoir ces 20 ans laissé plonger dans une atmosphère fantastique et donc et avoir touché avec mes propres mains que la jeunesse c'est une question de cœur, car parmi vous vraiment je me sens plutôt jeune. Et ça me rapporte à mes souvenirs des très jeunes bénévoles écologiques. Donc je crois que j'étais parmi les préhistoriques du volontariat écolo à l'époque. Car la question est où les services civils, services civils en Italie est en train d'aller, je dirais, sans doute vers l'avenir européen, vers la solidarité. Et permettez-moi de le dire, c'est tout à fait normal pour un diplomate de penser comme ça, vers la paix. Et la paix, en effet, c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment. La paix signifie égalité des chances, la paix signifie fraternité, la paix signifie progrès. Et je crois qu'après la grande crise de la pandémie, c'est exactement cela qu'on attend de tous vous, enfin. Donc, petite histoire, je crois que c'est pas trop nécessaire, mais vous savez qu'en Italie, les volontariats, la participation des bénévoles, je dirais vraiment depuis l'enfance, était dans les années déjà d'après-guerre plutôt répandue dans le pays. On était plutôt avec des associations, des institutions des natures religieuses, évidemment. Mais c'était une solidarité très forte, et je dirais une tradition très très forte. On a commencé plus ou moins à stabiliser au niveau public des collaborations entre l'État et les associations dans la période des années 70-90. Et après, cette année, on fête les 20 ans du service civil public. On est justement dans la 20e année de cette expérience merveilleuse qui a amené l'État à régler les institutions. On a jusqu'ici, je crois, 13 000 institutions enregistrées qui collaborent dans l'entourage, je dirais, de toutes les administrations italiennes et qui sont réglées auprès de la présidence del Consiglio, la présidence du Conseil, le bureau du Premier ministre en Italie, et qui maintenant ont un réseau de 60 000 sièges où se passent tous les programmes, où les programmes des diverses institutions sont réalisés. On a réformé le premier système des volontariats en Italie en 2017. Et j'étais en train de dire avant à Madame que les parlements étaient déjà sur une ultérieure réforme qui malheureusement la pandémie a bloqué, mais qui est en train d'être achevée pendant ces derniers mois de l'année 2020. Alors, je dirais les aspects les plus importants en ces moments que je vous dirais sont, je dirais, trois. La chose la plus importante, on a pu développer un programme triennal 2021, 2022, 2023 et on a stabilisé jusqu'ici quand même la chiffre total des participants, je dirais des bénévoles qui peuvent participer dans les différents programmes établis auprès de la présidence del Consiglio. Et maintenant, on a 105 000 bénévoles pour les 3 années, c'est-à-dire 55 000 chaque année. On a la possibilité avec les plans nationaux de relance et résilience d'investir beaucoup dans des activités tout à fait nouvelles qui toucheront surtout, je dirais, le développement durable auprès des pays tiers et en Italie et l'environnement, qui c'était les deux secteurs peut-être jusqu'ici moins, je dirais, moins représentés dans les programmes, qui pour le reste touchent à tous les niveaux, tous les parties des vies en commun,
soit dans l'agriculture, soit dans les volontariats auprès de la partie de la société la moins favorisée. Les écoles, l'accueil des migrants, que chez nous c'est vraiment très important, l'éducation. Donc, on a depuis 2017 ajouté à ces programmes aussi une partie d'expérience à l'étranger. On l'a bien développé auprès de la France, de l'Allemagne et d'autres pays européens. Et on a introduit la possibilité justement comme ça d'avoir une sorte de petit Erasmus pour les gens, je dirais, avec une scolarité moins favori, de faire l'expérience au dehors de l'Italie. Et tout ça nous a apporté vraiment un résultat magnifique. On a vu l'enthousiasme de notre jeunesse. Je dirais cet élan formidable de connaître les autres et se reconnaître. Dans une société des gens européennes, que chez nous, c'est vraiment, je dirais, une marque importante. Une marque importante. Et donc, sur cette voie, plus ou moins en train de continuer, je crois que la réforme qu'on est en train de discuter au Parlement donnera beaucoup d'importance à cet aspect d'élargir l'expérience de mobilité. Et dans ce sens, je crois que les travaux qui se poursuivront à Bruxelles seront très importants aussi et évidemment l'Italie y participera avec beaucoup d'intérêt. Pour l'instant, je vous remercie. Merci beaucoup et je pense que ça nous fait une excellente transition justement puisqu'il est question du niveau européen. Madame Sicurel, donc Erasmus a été évoqué lors du discours introductif également. On a bien sûr aussi le corps européen de solidarité. Peut-être, pourriez-vous nous peindre un petit peu les priorités de l'Union européenne en la matière, les ambitions peut-être, vers où va-t-on? Je pense que ce serait un apport très, très intéressant. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. J'adhère totalement à tout ce qui a été dit. Vous vous rendez compte de la joie qui est la nôtre, que je voudrais vraiment saluer nos amis allemands et italiennes. Dès qu'on entend, d'abord merci pour ce beau français, et la joie qui est la nôtre dès qu'on se retrouve entre Européens. Et moi, je veux témoigner, puisque je suis députée européenne, très investie sur l'éducation, et je suis notamment en ce moment chargée par les ministres Jean-Michel Blanquer et Clément Beaune d'une mission gouvernementale pour renforcer la dimension européenne de notre système éducatif à travers notamment la mobilité des professeurs et la systématisation des partenariats des établissements scolaires français avec des établissements européens. Donc, je vois dans l'école combien, dès que vous mettez de l'européen, de la comparaison, de la curiosité, de l'amitié, il y a quelque chose qui s'éveille dans un système éducatif. Je ne vais pas vous parler de la question, mais plus de l'engagement, mais ça s'inscrit, si vous voulez, dans un ensemble où je peux témoigner comme députée européenne qu'on a un momentum, je crois, pour les enjeux éducatifs et d'engagement au niveau européen. On sent que ces enjeux sont en train de grimper, de monter dans l'agenda européen, et c'est une excellente chose. Alors, dans le cadre de cette mission, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que j'ai eu la grande chance de rencontrer un écrivain français important, très européen, qui s'appelle Daniel Pénac. Et Daniel Pénac m'a interpellé en me disant: est-ce que vous imaginez ce que serait le corps électoral européen si, depuis les années 60, on avait envoyé les élèves de 6e et jusqu'à la fin de leur scolarité partout en Europe? Et il a insisté sur l'amitié, toutes les amitiés qui se seraient tissées à travers l'Europe. Et ça, j'avais envie de vous le dire parce que je crois que ce que vous êtes en train de construire, et ce que nous essayons de construire avec une belle dynamique, je crois, de développement tout à fait impressionnant à travers le corps européen de solidarité, c'est que Saint-Exupéry disait que s'aimer, c'est regarder dans la même direction, mais je crois que ça s'entend aussi d'amitié. C'est-à-dire que quand vous construisez un projet d'intérêt général ensemble, il n'y a pas de meilleur moyen de se rapprocher. Et votre génération est une génération de l'engagement. C'est une excellente nouvelle. Ça a été rappelé sur l'environnement. Il y a eu des pionniers, heureusement, je comprends, et on les salue. Mais c'est vrai qu'on est très impressionné par l'engagement de la jeunesse. Et si aujourd'hui, l'environnement est probablement l'un des sujets
au top de l'agenda européen aujourd'hui. La commission d'environnement est devenue la plus importante. Elle est présidée par Pascal Canfin. Si on a réussi à s'engager à être le premier continent européen décarboné en 2050, avec moins de 60% de gaz à effet de serre d'ici 2030, c'est probablement la jeunesse qui va rester vigilante, qui nous a engagés dans cette direction-là. Et par ailleurs, on le sait, quand vous, les jeunes, envisagez de vous engager professionnellement, dans vos priorités, il y a aussi le positionnement de l'entreprise ou du groupe auquel vous envisagez de rejoindre par rapport au sujet d'intérêt général, par rapport à l'avenir de la planète. Donc vous êtes une génération d'engagement et donc nous devons vous accompagner et rendre avec l'Europe cet engagement de plus en plus facile et de plus en plus européen. Alors où est-ce qu'on en est de manière très concrète? D'abord, le Corps européen de solidarité, il est en train de s'envoler. On a un très beau budget, de plus d'1 milliard d'euros. Aujourd'hui, il y a une dynamique qui compte, vous savez, j'allais dire que c'est comme dans les élections. Madame la députée. Pardon, Madame la députée. Est-ce que je parle plus fort? On nous fait signe. Voilà, excusez-moi. Oui, vous pouvez enlever les masques lors de l'intervention. La dynamique est bonne. On n'est pas encore aux 4 700 000 jeunes qui partiraient, mais j'y crois avec vous et on va tout faire pour y arriver. Mais on avait en 2010 autour de 6 000 engagés dans le cadre du Corps européen de solidarité. On était en 2019 à 130 000 et là on va dépasser les 200 000. Donc il y a quelque chose qui s'est engagé qui est important. Donc le Corps européen de solidarité, c'est la capacité donc pour les jeunes sans condition de diplôme, c'est très important, de partir s'engager soit dans son pays, soit dans un pays européen. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Moi, ce que j'essaye de faire à titre personnel, c'est de travailler dans le cadre notamment de l'espace européen de l'éducation, dont je suis rapporteur pour mon groupe Renew Europe, c'est de reconnaître ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle, ou les soft skills ou les compétences psychosociales que l'on gagne quand on s'engage. Parce qu'on s'engage de manière bénévole, c'est très important que ça reste bénévole, désintéressé, mais ce faisant, on acquiert des compétences qui sont absolument essentielles, qui sont la coopération, qui sont la communication, l'esprit d'entreprise, l'esprit critique, l'esprit d'équipe. Et ça, moi, je me bats pour que, au niveau européen, on ait un référentiel pour que ce ne soit pas simplement au petit bonheur la chance quand on tombe sur un employeur, et en général, ils sont sensibles à cela. C'est vrai qu'un CV où il y a un engagement, et en plus, en Europe, c'est un CV forcément qui va sortir du lot. Mais je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin et il doit y avoir un référentiel européen pour que ce soit vraiment reconnu et reconnu de manière, et nous y travaillons. Donc ça, c'est une première piste que je voulais partager avec vous. La deuxième, c'est que nous essayons aussi de reconnaître des pratiques comme par exemple le mentoring, le mentorat. Au niveau français, vous savez qu'il y a une démarche très volontariste qui a été annoncée par le président de la République début mars pour financer le mentorat, et c'est très intéressant parce que ça se fait main dans la main avec les associations. Eh bien, moi, j'essaye, et je suis en train de déposer des amendements en ce sens, et je vous tiendrai au courant, de reconnaître le mentorat comme une pratique qui doit être financée, qui doit être promue, et qui doit aussi être reconnue dans les compétences qu'elles permettent d'acquérir aussi aux mentors qui accompagnent cette démarche. Et on travaille aussi à une européenne, si vous voulez, de l'association au sens de comme un BAFA européen qui reconnaîtrait en fait au niveau européen les référentiels de compétences dans ce domaine-là. Donc je crois que il y a un mouvement qui est parallèle à Erasmus, qui est de démocratiser la mobilité européenne. Moi, je suis vraiment une ambassadrice de cela. Trop longtemps, la mobilité, elle a été simplement connue et saisie par ceux qui étaient déjà, finalement, de par leur environnement familial, amenés à bouger. Or, la mobilité physique, la mobilité sociale, et je dirais la mobilité des cerveaux aussi, ça va ensemble. C'est la triade des mobilités. Et elle doit être offerte à l'ensemble de la jeunesse. Et ce dont je peux témoigner, c'est qu'il y a, puisque vous me posez la question justement des priorités de l'Europe, aussi bien pour Erasmus, avec un doublement des fonds qui vont être consacrés à Erasmus, on est
quasiment à 26 milliards. On est un peu plus de 26 milliards même, mais nos priorités, et moi je serais très vigilante pour que ça se traduise en réalité, c'est que nous fassions partir des jeunes éloignés de la mobilité a priori, qui sont moins enclins à avoir justement des réseaux, et ça c'est notre priorité. Et comme vous le disiez, c'est des familles qui ne peuvent pas ajouter 1 euro. Alors parfois il y a un petit forfait qu'on demande pour l'implication personnelle, mais ça ne doit pas dépasser vraiment une somme tout à fait abordable pour toutes les familles. Ça doit devenir une réalité, et ça c'est un vrai enjeu, et c'est une vraie priorité, je dirais, pour une très grande majorité des députés au Parlement européen. C'est pareil pour le Corps européen de solidarité. On doit le faire connaître, on doit utiliser tous les moyens possibles pour faire connaître ces dispositifs, pour faire partir les jeunes. Et justement, les jeunes qui vont faire partie de milieux moins favorisés auront un peu plus de réticence à partir. Mais moi, je les rencontre beaucoup, tous ces jeunes. J'essaye de les rencontrer au maximum. Et souvent, je leur dis, plus vous avez peur, plus vous devez partir. Parce qu'en fait, c'est là que vous allez vous rendre compte que vous avez dépassé en fait une barrière que vous étiez construite vous-même, et il y a un potentiel qui se développe, et ça a été dit, et je le confirme, les jeunes, quand ils acceptent, quand ils y vont, il y a une espèce d'esprit de conquête, et ils reviennent totalement changés, et quelque part, il y a un changement pour leur vie, pour leur parcours à la fois personnel et professionnel, et c'est peut-être le plus important de cette affaire de mobilité. Et donc, il y a un mouvement parallèle entre le Corps européen de solidarité, Erasmus, qui va dans le sens de la démocratisation de ces dispositifs et de la mobilité européenne. Et j'y suis personnellement très attachée, mais très vigilante aussi avec vous et avec les personnes autour de la table qui, voilà, chacune dans notre rôle, nous devons faire en sorte que le dernier kilomètre vers le citoyen soit assuré et que le dispositif ne soit pas trop complexe, d'introduire des médiateurs pour que ça touche véritablement les citoyens. Et donc, je sais que voilà, je voulais saluer pour terminer, pour conclure votre collectif et votre travail admirable. Mais je crois que vous êtes exemplaire aussi et représentatif d'une jeunesse très engagée. Et votre idée, alors peut-être que vous allez nous interroger dessus après, mais c'est votre idée en fait de déployer de la mobilité européenne aussi à travers les services civiques par un échange de jeunes citoyens européens me semble une excellente idée. J'ai envie de dire, faisons feu de tout bois pour atteindre effectivement les ambitions affichées par le président de la République. On y arrive parce que il y a énormément de dispositifs qui sont en train de se déployer, mais je crois que chacun, là où il est, doit mettre et doit insuffler de la mobilité européenne. Et votre idée est excellente et je ne peux que la saluer et la soutenir. Merci beaucoup, Madame la députée. Et évidemment, nous construisons justement sur le Corps européen de solidarité aussi en tant qu'instrument. Je pense que ça fait un lien aussi vers la suite de l'échange qui peut être peut-être un peu plus libre et vous permettre aussi de réagir à ce qui a été dit. Vous évoquiez l'engagement du président de la République et en effet, dans le discours de la Sorbonne, l'objectif affiché, c'est un jeune pouvant passer un semestre à l'étranger, enfin pour que chaque jeune ait pu passer un semestre à l'étranger dans sa vie. Peut-être à travers le service civique. Que peut-on faire pour concrétiser cet engagement? Comment le décliner? Quelle serait votre vision, vos propositions peut-être, ou votre ressenti en général? Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à réagir sur tout point qui vous aura interpellé peut-être dans l'état des lieux très complet que nous avons pu avoir du service civique et de l'engagement et de la mobilité en Europe. En entendant Ilana Sicurel, je me suis dit que j'avais manqué à tous mes devoirs parce que j'ai parlé de la reconnaissance, de la valorisation du service civique dans la société en général. Je n'ai pas mentionné explicitement dans le monde du travail parce que c'est une évidence pour moi, mais je crois qu'il faut quand même bien le préciser que l'intérêt de ces expériences de volontariat, c'est qu'on acquiert des compétences personnelles pour sa vie future et des compétences qui sont bien sûr reconnues et même attendues dans le monde du travail. Je voulais le préciser. Alors, comment on peut faire mieux et plus? Je crois que si je repars du service civique et de ce qu'il permet de faire et comment il permettrait de toucher des jeunes les plus éloignés pour les inciter et les accompagner surtout à la mobilité européenne, c'est qu'on peut utiliser tout à fait un service civique pour préparer une mobilité européenne qui pourrait se poursuivre dans le corps européen de solidarité. Ça me paraît, c'est des choses
qui existe déjà de façon pilote, portée par quelques grands organismes qui connaissent très bien les programmes européens. Et ça, je pense qu'on devrait aller plus loin dans ce sens-là. On pourrait aussi imaginer des services civiques français qui, grâce à des partenariats européens avec des associations ou des organismes dans d'autres pays, soit mixte, c'est-à-dire, le premier exemple, c'était on enchaîne un service civique par un corps européen de solidarité. Deuxième possibilité, ce serait qu'on passe un certain nombre de semaines, 2 mois en France, on va faire un séjour en Europe et puis on revient finir son service civique, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui prennent un peu de temps à mettre en place. Il faut créer des partenariats, il faut qu'il y ait des gens qui sachent faire, il faut que la reconnaissance entre les différents dispositifs fonctionne, mais ça devrait être possible. On a pour cela besoin d'un peu de moyens, mais aussi d'acteurs qui soient capables de le faire, de médiateurs, comme vous avez dit. J'ai un peu mentionné le rôle très important des tuteurs de service civique tout à l'heure. Il faudrait aussi qu'ils soient... pour être tuteur en service civique, il faut avoir suivi une formation, c'est une obligation légale. Dans la formation des tuteurs, il y a quelques moments de sensibilisation aux questions européennes, mais c'est pas obligatoire en fait. Donc peut-être qu'on devrait, je ne sais pas s'il faut aller vers l'obligation, mais en tout cas au moins renforcer cette dimension-là. Enfin, il y a quand même plein de possibilités. L'idée de généraliser l'expérience du semestre à l'étranger, évidemment, ça me paraît, en tout cas en Europe, ça me paraît indispensable. Je crois qu'il faut penser au-delà du semestre d'études. On doit vraiment être dans l'éducation à la fois formelle et non formelle. Donc, évidemment, inclure tous les dispositifs d'engagement. Je voudrais terminer sur les compétences qu'on a parlé, des compétences acquises. Et moi, je remarque que les compétences acquises dans un service civique, quand il est national, elles sautent aux yeux, gain de confiance en soi, apprendre à prendre la parole en public, découverte de ce qu'est la mixité sociale, apprendre à évoluer dans un collectif. La liste est extrêmement longue, je pense que Marie Trélucan en parlera tout à l'heure. Mais je remarque que quand il y a une expérience de mobilité européenne, ce sont des compétences un peu différentes, qui sont aussi très importantes, évidemment. Les langues, ça c'est certain, mais c'est surtout la prise de conscience qu'on s'inscrit dans une longue histoire, qui est l'histoire européenne. C'est aussi apprendre à se décentrer. Si vous voyez dans le service civique national, 90% des jeunes le font quand même près de leur domicile. S'ils bougent, en fait, on voit qu'ils osent davantage parce qu'ils se sentent moins prisonniers de leur environnement. Mais c'est pas s'ils bougent, pas s'ils vont à 200 km de chez eux dans le même pays. On voit bien que c'est un franchissement de frontières, un autre environnement culturel. Il y a ce décentrement qui se met en place. Et donc, on ose plus, on se sent plus libéré des contraintes, notamment familiales. Donc, ça me paraît aussi très important. Et puis, peut-être plus de développement de ce que j'appelle moi l'esprit de tolérance, parce que on chausse d'autres lunettes. Je prends un exemple peut-être un peu explosif, mais sur la laïcité. Vous voyez, un Français qui va en Allemagne ou un Allemand qui vient en France, il prend conscience que même si c'est deux pays qui ont une histoire maintenant quasiment imbriquée, c'est quand même très très différent, et il se dit peut-être qu'on peut faire autrement, on peut s'inspirer réciproquement des modèles. Voilà. Je me suis j'ai pas tout à fait répondu. Enfin, j'ai répondu en partie, et puis après j'ai un peu dit autre chose, mais j'espère que c'était très à propos et quand même et très intéressant. À peu près à propos, voilà. Ça m'évoque aussi peut-être l'idée de rapprochement ou de coopération peut-être plus intégrée entre services civiques de différents pays. Oui, bien évidemment. Leurs différences, leurs atouts, peut-être est-ce aussi quelque chose à explorer. Mais moi, je trouve ça très intéressant. Je suis de nature optimiste, mais quand je vois qu'on n'arrive pas en Europe à une harmonisation des diplômes, en Allemagne, par exemple, il y a 16 Länder, il y a à peu près 16 bacs. Donc, vous voyez, moi, je crois que
je ne sais pas s'il faut harmoniser les services civiques. On voit bien qu'il y a des similitudes entre les différents services civiques, services nationaux, mais il y a aussi pas mal de différences sur le nombre de journées civiques et citoyennes, sur le rôle du tuteur, même sur la nature des missions. Donc, je ne sais pas si, en se disant on harmonise, on ne se fixe pas un objectif trop difficile et donc inatteignable, et c'est plutôt d'organiser des passerelles, en fait. C'est qu'on puisse quitter 3 semaines son service civique en France pour enchaîner sur 6 semaines dans le Freiwilligendienst en Allemagne et puis 3 semaines en Italie. Enfin, c'est de la musique d'avenir que je vous dis là, mais il me semble que ce serait peut-être plus facile. Est-ce que vous souhaitez réagir, Madame Auer, peut-être? Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Madame Engrand. Moi, j'ai un peu d'expérience sur les échanges des apprentis franco-allemands, et là aussi, c'est vraiment un problème les structures sont tout à fait différentes, et je crois aussi que c'est une très bonne perspective d'harmoniser, mais je crois aussi que ce sera un long chemin, et entre-temps, il faut déjà faire ce qui est possible. Et c'est vraiment... C'est assez difficile parce que aussi les systèmes de scolarité, des études, d'apprentissage sont différentes, et une jeune qui a fini sa scolarité et qui veut s'orienter, qui veut faire quelque chose sur le service civique, ils doivent aussi avoir une réponse. Comment est-ce que je peux harmoniser ça avec mes plans d'après, de commencer des études, etc. Ce que je voudrais bien encourager, qu'il y a encore beaucoup de potentiel, parce que en Allemagne, avec notre tradition assez longue de service civique, il y a, je crois, l'estimation de 100 000 par an qui sont que dans les programmes officiels. Il y a aussi il y a aussi des agences privées qui proposent aussi donc c'est déjà le minimum, et il y a toujours plus de candidats que de places. Donc il y a vraiment un potentiel, des jeunes qui ont envie de le faire, qui veulent le faire, qui sont motivés. Et ce que je voudrais encourager aussi de la perspective allemande, c'est aussi de voir dans une, comme je dis, dans un paysage qui est assez décentralisé, de peut-être vraiment construire des jumelages aussi, des petites initiatives dans des villes, dans la campagne, qui propose une place pour une personne volontaire, pour peut-être aussi faire possible que ces initiatives, ce petit opérateurs peuvent travailler ensemble avec des initiatives dans les autres pays. Et là, je crois, l'expérience de l'OFAGE, par exemple, en construisant des jumelages, peut être très utile. Et aussi, bon, je me connais bien sûr dans le franco-allemand, mais ça n'exclut pas du tout des autres pays. On comprend bien, unis dans la diversité d'une certaine manière, avec la possibilité, peut-être la nécessité de construire aussi davantage de passerelles entre l'existant. Madame Rossini, peut-être, qu'en pensez-vous? Et je vois que l'heure avance, donc peut-être essayons d'avoir des interventions un peu succinctes. Je dirais tout à fait d'accord avec mes collègues, et surtout, c'est vrai, on a beaucoup de difficultés, il faut le reconnaître quand même, sur l'harmonisation. On a parlé des diplômes, on a parlé des systèmes tout à fait différents, mais il ne faut pas, avec ça, laisser l'élan et surtout laisser tous les potentiels, que la possibilité de solidarité entre les gens de toute Europe pourrait vraiment amener au descend de l'Europe en général. Attention que maintenant, on parle plutôt des certaines filières. J'ai à l'esprit que la curiosité des jeunes, qui est un patrimoine fantastique, les compétences, la capacité de faire, je dirais, de faire face au challenge, de passer la frontière. C'est très important que de pousser les gens
à faire ces pas importants. Et après, les compétences que tout ça peut amener. Et tout arrive à la destination du travail, du rôle social que chacun des jeunes hommes ou femmes peut avoir dans la société. Il faut travailler sur ça. On a maintenant, on le dit tous les jours, mais donc numérique partout. C'est le présent et c'est le futur, c'est l'avenir. On a la préoccupation de l'environnement qui unit toute Europe. Et c'est vraiment, le disait bien messieurs les gouverneurs auparavant, l'Europe doit défendre sa conviction que l'environnement c'est important, c'est primordial, c'est pas un objectif secondaire. Et là, il y a vraiment une mission des jeunes générations. Il faut, je dirais, mettre ça au centre de nos discussions. C'est vrai, il y aura besoin de l'harmonisation, mais on a expérimenté en Italie que 50% des bénévoles, on l'a vu pendant les dernières années, ont la chance de trouver un travail dans l'année suivant à la période des volontariats. Ça signifie un niveau de capacité et des compétences, trouver la façon de rentrer sur le marché du travail. Et ça me semble très important. Évidemment, il n'y a plus de frontières. On a pu éduquer nos fils à l'idée de rester dans les pays où ils sont nés. Et donc, tout ça, c'est notre patrimoine à garder à l'esprit. Et je crois qu'avec un peu de patience, avec beaucoup de travail, même à Bruxelles, on arrivera. Mais il ne faut pas attendre l'harmonisation du diplôme, pour le dire très clairement, pour poursuivre cette capacité, cet objectif. Et après, il y a des petits programmes qu'on a déjà expérimentés en Italie. Depuis quelques mois, on a expérimenté un programme pilote pour 1000 jeunes italiens. En Italie, maintenant, les services civils s'appellent universels. C'est pour les Italiens, pour les citoyens des pays des États membres de l'Union européenne, évidemment, et pour les gens des États tiers qui sont régulièrement, qui séjournent régulièrement en Italie. Et je souligne le mot universel, chez nous, a une très grande importance. Et donc, et on a expérimenté ce petit programme pour 1000 bénévoles dans les numériques avec un grand et je dirais vraiment encourageant résultat. Et pour ça, on a déjà décidé pour les tréniums qu'on a devant nous d'avoir 10 000 bénévoles qui seront engagés dans un programme de numérique. On aura une sorte de parrainage, je dirais comme ça, des mentorats. Et on aura peut-être, avec la nouvelle discussion au Parlement, la possibilité de commencer à donner une définition de cette capacité que l'expérience des bénévoles a fait acquérir à tous nos jeunes. Et je crois que c'est un petit exemple qu'on peut prendre pour commencer avec la France, avec l'Allemagne, avec d'autres pays de l'Union européenne, un petit échange des bénévoles. Et je m'arrête. Justement, je vois que l'heure avance et précisément, on parle des jeunes bénévoles, ils attendent. Mais peut-être, Madame Sicurel, un dernier très bref mot de conclusion avant que nous passions au premier temps fort de cette conférence. On l'avait prévu pour 10h10, donc vous auriez 1 minute 30 peut-être pour un dernier commentaire. On est habitué au Parlement à parler en 1 minute 30, ça tombe bien. Oui, écoutez, moi je vais dire en guise de conclusion, mais je crois qu'on est vraiment habité par le même élan. C'est d'abord de faire connaître votre détermination et merci de vous être saisi de la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est très important. Et ensuite, c'est de rester pragmatique. Vous avez dit unis dans la diversité. Je crois que c'est la clé. On ne cherche pas l'harmonisation. Il ne faut pas se laisser décourager par tous les problèmes. On a envie que ça marche. Il faut insister sur ce qu'on peut harmoniser. Ce qu'on peut harmoniser, c'est des objectifs. Prenons très concrètement ce qui a été évoqué, par exemple sur les apprentis. Il ne s'agit pas d'harmoniser l'ensemble des statuts. Ce serait très compliqué. On est en train de mettre en place un processus de Bologne pour reconnaître les compétences. Ça va prendre un certain temps. Mais on peut très bien, en attendant, mettre en place un statut
qui est déclenché au moment de la mobilité et qui permet de résoudre les problèmes financiers, administratifs, de responsabilité. Donc c'est vraiment, j'appelle au pragmatisme et à se dire, on a envie que ça marche, on se met autour d'une table, on trouve une solution pour que la mobilité soit possible. Donc ça, c'est pour les apprentis, mais pour ce qui nous concerne, les engagés, c'est pareil. Bien sûr, il va y avoir des référentiels de compétences très différents, mais on peut se dire finalement, reconnaître des objectifs communs, des compétences acquises communes, ça, je pense qu'on peut y arriver en restant souple et surtout en faisant confiance aux autres, en se disant, si je l'envoie en Italie, en Espagne, en Allemagne ou en Estonie, il va acquérir les mêmes compétences. Et là, on peut se mettre d'accord sur des objectifs de manière pragmatique, mais je crois que le mot confiance est très important, et aussi le mot ambition. Ambition collective et courage. Et ne pas se laisser décourager par les freins toujours qu'on nous dresse devant nous. Il y a toujours des leviers, toujours des possibilités. Et le mot-clé, c'est le pragmatisme et la détermination. Mais je crois qu'on n'en est pas dépourvu. Et merci pour votre invitation. Un très beau mot de fin pour cette première table ronde. Et effectivement, nous vous proposons maintenant on voulait vous proposer une cérémonie pour marquer et célébrer peut-être ces jeunes justement de la première promotion de service civique européen, dont nous avons la chance d'avoir des représentants avec nous aujourd'hui. Ils étaient 24 au départ, 4 sont présents actuellement. Maxime pour les volontaires français, Médéric, notre unique volontaire belge, Amélie pour les Allemands et Francesco pour les Italiens qui s'exprimera également au nom de la promotion. Donc, avant de laisser Madame Engrand accueillir sur scène ces jeunes engagés du service civique, malheureusement, on ne pourra pas rester sur scène avec Madame Engrand, conditions sanitaires obligent, mais peut-être, avant de quitter la scène, en une phrase ou en un mot clé, si vous souhaitez dire un mot en faveur de ces jeunes. D'abord, félicitations, vraiment. On a déjà beaucoup parlé du challenge qui est un service à l'étranger, mais je crois que vous avez vraiment eu le super challenge de le faire aussi dans un projet innovatif et aussi dans une époque où tout le monde disait « Ah oui, mais ça existe ». C'est sans doute ça n'existe pas en ce moment, mais bon, félicitations et merci beaucoup que vous avez fait ça et bon courage. Madame Auer, Madame Rosini peut-être, si vous le souhaitez. Je dirais vraiment bravo à tous et vous êtes tous nos espoirs. Donc je crois qu'avec ça, je vous ai dit que vous serez les instruments de nos efforts jusqu'ici et forza, qui en italien signifie force, courage, aller plus loin. Merci beaucoup. Madame Sicorel, vraiment, pour conclure. Je vais juste dire buongiorno, tchuss, bonjour, félicitations. Vous êtes effectivement notre espoir et bravo et conservez cet esprit de conquête pour nous faire un bel avenir pour vos enfants que vous aurez un jour. En tout cas, nous, voilà, on travaille beaucoup pour essayer de faire en sorte que vous puissiez déployer tout ce que vous avez en vous comme potentiel. Et donc, bravo d'avoir saisi cette chance et restez des ambassadeurs pour tous les autres qui n'ont pas encore eu cette chance, mais que vous allez embarquer. Merci beaucoup, Madame la députée, et merci beaucoup à tous.